Shalom à vous, bienvenue au journal de la TFC. Dans l'actualité ce soir, un chrétien sur 12 dans le monde subit un niveau de persécution élevé. La moitié d'entre eux vivent en Inde, en Éthiopie, au Nigeria et en Chine. En Centrafrique, inquiétante croissance des violences, la ville de Bria est secouée ces derniers mois par de violents combats. Au Rwanda, l'armée rwandaise est accusée de recourir à la torture sur des suspects détenus illégalement. Vietnam, au moins 35 morts dans des inondations depuis le début de la semaine. Le bilan s'alourdit. Portugal, l'ex-premier ministre portugais formellement accusé de corruption en pot de vin. États-Unis, feu au Californie. Depuis le dimanche, toujours pas d'amélioration. On note 21 morts et 570 disparus. Nous revoilà sur le plateau dans l'actualité du monde chrétien. Parmi les 4,83 milliards d'habitants des 50 pays de l'index, 13% sont chrétiens, soit 650 millions d'habitants. 215 millions de ces chrétiens, c'est-à-dire un chrétien sur 12 dans le monde, subit un niveau de persécution élevé. La moitié d'entre eux vivent en Inde, en Éthiopie, au Nigeria et en Chine. Dans 21 des 50 pays, le taux de persécution est de 100%, ce qui signifie que tous les chrétiens sont opprimés de différentes manières. En Iran, les jeunes Iraniens, dont beaucoup sont de plus en plus nombreux à quitter l'islam et à se convertir au christianisme, au point où c'est devenu une préoccupation pour le gouvernement de ce pays qui tente par tous les moyens d'empêcher sa progression. Il consacre en effet des budgets massifs au soutien des organisations islamiques qui favorisent l'islam parmi les jeunes à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de l'Iran. De tels efforts pour attirer les jeunes iraniens sont très visibles dans les villes islamiques comme Mashhad et Qom. Malgré les risques à devenir chrétiens, malgré l'endoctrinement islamique rigoureux des jeunes dans leur famille et leur système éducatif, la jeunesse iranienne abandonne l'islam et se tourne de plus en plus vers le christianisme. Pour preuve, suivez ces images. En Iran, on constate qu'il y a une véritable explosion du christianisme et c'est un vrai paradoxe parce que sur place, l'Église est vraiment menacée en quelque part. Beaucoup de chrétiens, de leaders chrétiens sont emprisonnés. Et un conférencier, Merad Fatih, a expliqué en 3 points très simples qu'est-ce qui serait à l'origine de l'explosion du christianisme. Alors le premier point, il s'agit de problèmes sociaux. On remarque par exemple l'augmentation du chômage, de la prostitution, et donc tout cela crée quelque part un désenchantement des Iraniens. Le deuxième point serait les prières ferventes, parce que ce conférencier est chrétien et donc il croit dans la puissance de la prière. Ensuite, le troisième point, c'est des apparitions de rêves, de visions. Beaucoup de musulmans vivent en fait ces rêves. En Égypte, une attaque a été perpétrée contre un bus transportant un chrétien en pèlerinage, tuant ainsi 29 personnes, et ce parce que ces chrétiens refusaient de renier leur foi. Selon des témoignages, 10 militants de l'État islamique armés et masqués ne se sont pas contentés d'ouvrir le feu sur le bus rempli de pèlerins chrétiens, mais les ont aussi contraints de descendre du bus. Après s'être descendus, les extrémistes leur ont demandé de renoncer à leur foi chrétienne un à un et de professer la foi en l'islam. Mais tous ont refusé. Après ce refus, les assaillants leur auraient demandé de s'agenouiller avant de les tuer à sang-froid avec un coup de balle à la tête ou à la gorge. C'est tout pour l'actualité chrétienne. Dans l'actualité du monde, commençons en Afrique. En Centrafrique, la ville de Bria est secouée ces derniers mois par de violents combats. Le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, Adam Dieng, s'inquiète de la situation. Il a mis en garde contre l'escalade de la violence en République centrafricaine et a effectué une visite de 6 jours dans le pays. Les précisions dans le reportage. Le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies a mis en garde contre l'escalade de la violence en République centrafricaine. Adama Dieng s'inquiète de la situation dans la ville de Bria, secouée ces derniers mois par de violents combats. Il dénonce une ville divisée en deux selon des critères religieux. Les exactions des milices dans plusieurs points chauds depuis mai ont entraîné le déplacement de plus d'1,1 million de personnes. Je dois dire qu'à Bria, j'ai été très peiné de voir une ville coupée en deux.
de voir d'une part les populations chrétiennes, d'autre part les populations musulmanes, ces populations civiles qui dans les deux camps ont connu des victimes. La République centrafricaine est déchirée par une guerre civile depuis l'évincement en 2013 du président François Bozizé par les rebelles de la Séléka, majoritairement musulmans. Le conflit oppose depuis lors les milices armées qui se battent pour le contrôle des zones les plus riches du pays. Ce qu'il faut aujourd'hui plus que jamais, c'est que les gens sachent que si ces crimes continuent, les auteurs de ces crimes, les commanditaires, ceux qui ont les moyens de les faire cesser et qui ne le font pas, feront face un jour à la justice. En septembre, le président Faustin Archange Touadéra a demandé à l'ONU de renforcer sa force de maintien de la paix pour faire face à la spirale de violence de plus en plus inquiétante. Au Libéria, alors que son mandat touche à sa fin, les Libériens se sont massivement mobilisés mardi 10 octobre pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique, dans un scrutin présidentiel très ouvert. Pour la première fois depuis 73 ans, le pouvoir va être transmis démocratiquement et pacifiquement. De longues files d'attente ont été observées jusque tard dans la nuit, suivant les images. Monrovia. Ville morte. Les embouteillages monstres habituels ont disparu. Car tout le Libéria s'est précipité dans les centres de vote. Partout, les mêmes files d'attente. Le scrutin a commencé à 8 h ce matin, mais les électeurs étaient là plusieurs heures avant, dès l'aube. On vote dans les écoles, les complexes religieux, comme ici. Tout un symbole pour une population pleine d'espoir. J'attends vraiment la paix pour le Libéria et pour les Libériens. Je n'ai pas d'autre endroit où vivre. J'espère vraiment que cette nation va trouver la paix. Je veux un travail. Je vote pour un gouvernement qui va m'aider à me nourrir, moi et mes enfants. Ça fait plus de 14 ans que je n'ai pas de vrai travail. Quelques kilomètres plus loin, impatience et frustration devant cette école. Les heures passent, mais les files d'attente continuent de s'allonger sous le soleil. J'ai été le premier arrivé, je me suis assis ici dans la file d'attente. Il n'y a pas de direction, pas d'instruction, regardez. Personne ne dirige les gens dans la même file, personne nous aide, on est fatigué. On n'en peut plus de rester dans la queue ici. On attend et les bureaux vont finir par fermer, ils sont ouverts de 8 à 18 heures et on n'aura toujours pas voté. Organiser une élection pour plus de 2 millions de Libériens, un test démocratique pour le pays encore fragile. Pour éviter tout incident, plus de 5000 membres des forces de sécurité déployés, mais aussi des centaines d'observateurs internationaux. En tant qu'observateur, il y a quelque chose qui saute à l'œil. Les membres électoraux sont déjà identifiables. Les urnes, l'une qui constitue un élément très essentiel pour la sincérité et la liberté de l'expression électorale. Elle est bien située. Vous voyez que l'électeur a la possibilité de faire son choix dans la liberté. Depuis plusieurs jours, le même message martelé ici à Monrovia, voter sans violence. Désormais, le pays attend avec nervosité les premières estimations, rendues publiques d'ici jeudi soir. Au Kenya, l'opposant kenyan Raila Odinga a annoncé mardi son retrait de l'élection présidentielle du 26 octobre organisée à la suite de l'invalidation en justice de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta, suivant le reportage. C'est un énième épisode dans une présidentielle à rebondissement. Dans une lettre adressée à la commission électorale, le candidat de l'opposition Raila Odinga annonce qu'il se retire de l'élection présidentielle et à 16 jours du nouveau scrutin organisé, réclame son annulation. Nous voulons gagner le combat pour une élection libre et juste. Nous pensons que l'intérêt de tous sera mieux servi par l'abandon de la candidature de la coalition d'opposition à l'élection présidentielle. Kenyatta, candidat à sa propre succession, ne l'entend pas de cette oreille. Il veut poursuivre le processus électoral et estime que son rival ne fait qu'utiliser son droit démocratique de participer ou non à l'élection. Une élection qui, depuis l'été dernier, connaît de nombreuses péripéties. En août, les résultats du scrutin qui s'est déroulé dans le calme donnent le président sortant Kenyatta vainqueur. Ils sont immédiatement rejetés par le camp de son rival Odinga, qui dénonce des fraudes et dépose un recours. L'annonce des résultats déclenche des émeutes meurtrières dans des fiefs de l'opposition. Le 1er septembre, la Cour suprême annule l'élection pour irrégularité.
La plus haute instance du pays ordonne à la commission électorale d'organiser un nouveau scrutin dans un délai de 60 jours. Elle sera d'abord fixée au 17 octobre avant d'être reportée au 26 pour raisons techniques. La coalition d'opposition emmenée par Odinga dénonce les fraudes au sein de la commission électorale. Elle réclame la mise en place d'une nouvelle instance chargée de la prochaine élection ou du moins des changements en son sein. À défaut, elle menace de boycotter le scrutin. Mardi, le camp de l'opposition a mis ses menaces à exécution et réclame le report pur et simple de l'élection. Au Rwanda, l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch IRW a accusé l'armée rwandaise de recourir à la torture pour extorquer des aveux à des suspects détenus illégalement dans un rapport publié mardi 10 octobre. IRW affirme avoir documenté 104 cas de personnes détenues illégalement et victimes d'actes de torture dans les centres de détention de l'armée rwandaise entre 2010 et 2016 pour une majorité d'entre elles. Regardons ces images. L'armée rwandaise encore dans la ligne de mire de Human Rights Watch. Un nouveau rapport de l'ONG de défense des droits de l'homme, rendu public mardi, dénonce des cas de torture et autres traitements inhumains dégradants exercés entre 2010 et 2016 par des militaires rwandais sur les détenus dans le dessein d'obtenir des aveux. Mon chemin de la Croix a commencé dès qu'on m'a transféré au bureau de l'actuel ministère de la Défense basé à Kimihurura. J'ai passé, on m'a amené dans une autre chambre, dans un autre bureau. Il y avait beaucoup de matériel qu'on utilise pour torturer les gens. On m'a torturé jusqu'au niveau d'utiliser une câble électrique. Comme cet homme, une centaine de personnes détenues illégalement ont été interrogées par Human Rights Watch pour produire un document de 102 pages intitulé « Nous t'obligerons à avouer torture et détention militaire illégale au Rwanda ». Si les autorités rwandaises n'ont pas encore réagi, ce n'est pas pour la première fois que le régime de Paul Kagame est mis en cause dans une affaire de violation des droits de l'homme. En Espagne, en Catalogne, Madrid lance un ultimatum. Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a donné mercredi 5 jours au président séparatiste catalan Charles Puigdemont pour clarifier d'ici lundi sa position sur sa déclaration d'indépendance. Si Charles Puigdemont confirme déclarer l'indépendance de sa région, Madrid lui accordera un délai supplémentaire jusqu'au jeudi 19 octobre pour faire machine arrière avant de recourir à l'article 155 permettant au gouvernement espagnol de suspendre l'autonomie de la Catalogne. Suivant le reportage. Le chef du gouvernement espagnol a rejeté toute médiation pour résoudre la crise catalane. Face au Congrès, Mariano Rajoy a exigé une nouvelle fois un retour à la légalité et à l'ordre constitutionnel dans l'intérêt de la démocratie. Il s'exprimait au lendemain d'une déclaration d'indépendance signée mais suspendue par les dirigeants indépendantistes catalans. En revanche, il s'est dit disposé à envisager une réforme de la Constitution. Ce n'est pas une loi figée, elle ne doit pas l'être, a-t-il dit. Chacun de ces chapitres, même les plus essentiels, peuvent être modifiés. Plus tôt, Mariano Rajoy a réclamé des clarifications au président séparatiste catalan Carles Puigdemont, le sommant de confirmer s'il avait bien déclaré l'indépendance de sa région. Il a menacé de suspendre l'autonomie de la Catalogne en usant de l'article 155 de la Constitution. Au Vietnam, le bilan des pluies torrentielles qui s'abattent sur le Vietnam depuis le début de la semaine s'alourdit. Au moins 37 personnes ont péri et 40 sont portées disparues dans des inondations et glissements de terrain liés aux intempéries ravageant le nord et le centre du pays. Suivant la suite en images. Il n'y a plus de route, mais de l'eau à perte de vue. Des inondations qui frappent le nord et le centre du Vietnam, conséquence des pluies torrentielles qui s'abattent sur le pays depuis le début de la semaine. Ces intempéries ont déjà fait 37 morts, un bilan provisoire car 40 personnes sont portées disparues. Des centaines de militaires sont mobilisés, dont les opérations de recherche et de sauvetage. La province de Hoa Binh, dans le nord du Vietnam, est la plus durement touchée par ces pluies, avec 11 morts et 21 disparus. L'eau provoque des glissements de terrain, emportant des ponts
et des morceaux de route. Au Portugal, l'ex-premier ministre portugais José Sócrates a été formellement accusé dans une vaste enquête pour corruption lancée en 2014, a annoncé mercredi le ministère public qui soupçonne l'ancien dirigeant socialiste d'avoir reçu quelques 24 millions d'euros en pots de vin. La précision dans le reportage. Corruption passive, blanchiment d'argent, faux en écriture et fraude fiscale. L'ex-premier ministre portugais a été formellement accusé ce mercredi par la justice de son pays dans une vaste enquête de corruption lancée il y a 3 ans. Au total, José Sócrates est poursuivi pour 31 crimes, dont celui d'avoir reçu quelques 24 millions d'euros en pots de vin entre 2006 et 2015. L'acte d'accusation compte plus de 4000 pages et vise 18 autres personnes ainsi que 9 sociétés. Âgé de 60 ans, José Sócrates avait été arrêté en 2014. Après plus de 9 mois en détention provisoire, il avait été assigné à résidence puis remis en liberté. Il n'a jamais cessé de clamer son innocence. La date de son procès n'a pas encore été fixée. En Allemagne, Angela Merkel a fini par céder aux voix conservatrices pour la première fois. Dimanche 8 octobre, la chancelière allemande a accepté de plafonner annuellement le nombre de réfugiés en Allemagne. Selon un projet de test consulté par l'AFP, l'objectif serait fixé à 200 000 personnes par an. Un virage à droite qui vise à résoudre le conflit qui oppose la CSU et la CDU et permettre la formation d'un gouvernement de coalition. Les détails dans le reportage. Plafonner le nombre de demandeurs d'asile en Allemagne, Angela Merkel s'y était toujours refusée. Mais pour obtenir le soutien de la CSU et pouvoir constituer un gouvernement, la chancelière allemande a mis de l'eau dans son vin. L'accord trouvé dimanche entre les deux formations prévoit la limitation à 200 000 par an du nombre de personnes accueillies pour raisons humanitaires. Un désaccord avec la CSU, son allié bavarois, qu'elle soulignait pourtant encore samedi face aux jeunes de son parti. Certains, dont moi, disent que la loi allemande sur les demandes d'asile, article 16 de la Constitution, ne mentionne aucune limitation et aucun nombre. D'autres, comme la CSU, disent que les problèmes entre l'asile et l'immigration se mélangent de plus en plus, que nos ressources sont restreintes et qu'il faut limiter les demandes d'asile à 200 000 par an. Les détracteurs d'Angela Merkel l'accusent d'avoir fait cavalier seul en 2015 en ouvrant la porte à plus d'1 million de réfugiés sans se concerter avec ses partenaires. Depuis, les deux alliés historiques étaient brouillés. Fin septembre, Angela Merkel a remporté les élections législatives avec le pire score enregistré par son parti depuis 1949. Un résultat qui la fragilise sur le plan politique et qui l'oblige à des compromis. Reste à savoir ce que penseront de cet accord les deux autres possibles partenaires de la chancelière pour former une coalition, les libéraux, mais surtout les Verts, partisans d'une politique migratoire la plus ouverte possible. Aux États-Unis, au moins 21 personnes ont perdu la vie dans les violents incendies qui frappent le nord de la Californie depuis dimanche, tandis que 560 personnes ne répondent toujours pas à l'appel. Le bilan risque de s'alourdir. Les flammes ont d'ailleurs détruit 70 relais téléphoniques dans la région, ce qui ralentit les communications et complique le travail des autorités. Voyons les images. Des lotissements entiers de villas en proie aux flammes. Pas moins de 14 incendies ravagent le nord de la Californie. Dans plusieurs comtés, l'état d'urgence a été décrété. Avec ce vent, le feu change de comportement et se déplace très rapidement. C'est pourquoi nous étendons les ordres d'évacuation et demandons aux habitants d'y obéir. Malgré tous les efforts des pompiers pour freiner les incendies, ils sont hors de contrôle. Certains tentent de combattre le feu avec les moyens du bord. Ça devient fou. J'étais au travail, j'ai dû ramener mes enfants à la maison. On a entassé tout un tas d'enfants dans notre voiture. Les parents sont venus les chercher dans notre maison. Heureusement, ce n'est pas si grave où on est, mais un ami qui est pompier m'a dit « Allons voir ce qu'on peut faire ». Aucune baisse des températures n'est prévue dans les prochains jours. Le gouverneur de Californie a demandé à Donald Trump une déclaration de catastrophe naturelle pour débloquer une aide d'urgence. C'est tout pour ce soir. Merci d'être resté sur la TFC. Bonne suite de programme à vous et que le Seigneur Tout-Puissant vous garde.